Bonjour, et chronique jeu de rôle aujourd'hui, avec l'étonnant Red and Pleasant Land, qui est à la base en théorie un supplément pour le jeu de rôle Lamentations of the Flame Princess, mais en fait adaptable à pas mal d'autres cadres. Donc il y a pas loin de 2 ans de cela, je m'étais procuré sur un coup de tête cet étrange petit bouquin dont tout le monde parlait alors, Red and Pleasant Land, ou la plus folle des donjonneries, dérivée des aventures d'Alice au Pays des Merveilles et de l'autre côté du miroir. Au fond, je n'en savais guère plus, mais oui, j'étais curieux. Je n'étais visiblement pas le seul, car on en causait alors vraiment beaucoup. C'est même allé plus loin que ça. Cette plus ou moins autoproduction, plus un des tumeurs dans d'autres souffrances, peut-être la plus bizarre excroissance du mouvement OSR pour Old School Renaissance, a su convaincre et même fasciner bien au-delà du seul lectorat humblement visé à la base. D'où un succès commercial autant que critique, à l'échelle des jeux indés du moins, mais aussi une belle performance au Zénith de 2015 où le truc a remporté 5 prix dans un contexte qui pourtant ne lui semblait guère favorable, car porté à récompenser naturellement les gros machins. Derrière A Red and Pleasant Land, un homme à tout faire, Zach S., personnage haut en couleur et iconoclaste, qui s'est semble-t-il fait beaucoup d'ennemis pour les plus mauvaises des raisons, et s'est ainsi retrouvé bon gré mal gré au cœur de pas mal de polémiques au sein de la communauté rôlistique américaine, et au-delà sans doute jusque dans notre beau pays de chez nous, supposions. Bon, je ne m'étendrai pas davantage sur le sujet, pour la bonne et simple raison que je n'en sais absolument rien. Je ne suis certes pas impliqué dans ce genre de choses, dont les quelques rares échos qui parviennent à franchir mes boucliers, généralement navrants, m'incitent plus que jamais à laisser pisser sans m'en mêler. Ce genre de polémique à la con, j'ai donné dans le fandom SF aucune envie de m'égarer encore dans ces bas-fonds trollesques, même bardés de dévin. C'est un fait, je ne connais de toute façon rien à tout ça. Outre que je ne ressens pas vraiment de sentiment d'attache à une communauté rôlistique, et rien à voir pour le coup avec le fandom SF. Ça ne me facilite d'ailleurs pas la tâche quand il s'agit de noircir des pages de blog sur la base guère assurée de mes retours de lecture holistique. Un manque de légitimité. Et encore, dégoiser sur telle ou telle campagne de l'appel de Cthulhu, c'est peut-être vaguement envisageable, mais quand on creuse dans l'indépendance tamère, que la théorie rôliste se met de la partie, et plus encore quand des mouvements d'ensemble s'en mêlent à leur tour, je suis largué. Ainsi dans le cas de l'OSR, je n'y connais rien et n'y comprends rien. Cette idée de retourner au vieux donge à une certaine simplicité essentielle n'est sans doute pas aussi réactionnaire qu'on pourrait le croire, et ce mouvement semble-t-il constituer un vivier foisonnant d'idées nouvelles. Un paradoxe peut-être, ou peut-être pas. Mais pour ce que je crois en savoir, hein. Au-delà, le fait est que, et là ce sont probablement mes préjugés qui parlent, je ne fais plus dans le donjon depuis près de 20 ans. Old, Nébal, old. Et n'ai pas vraiment l'envie de m'y remettre. Même si le mot n'est sans doute pas très approprié. Même à cet âge-là, je jouais certes à Advanced Dungeons and Dragons 2, mais les donjons étaient aussi rares que les dragons. J'avoue en fait qu'essayer comme ça une fois en tant que joueur, maintenant, peut-être... Bon, ce qui ne m'a pas empêché de toute façon de jeter un coup d'œil à certaines choses qui, après tout, jouent aussi plus ou moins de cette carte sur un format là encore indépendant. J'avais été très enthousiasmé par ma lecture de Tranchant et Tracon, ou probablement bien moins. Bon ressenti aussi à la lecture de Chroniques oubliées Fantasy. Par ailleurs, sans être à fond dans la hype, je suppose que j'y suis nettement moins insensible que j'aimerais le croire, ce dont témoignent quelques achats intempestifs, dont justement A Red and Pleasant Land, ou plus récemment Barbarians of Lemuria, et là, a priori, je vais tenter la chose sous peu. Exemple flagrant, Red and Pleasant Land étant en principe un supplément pour le jeu OSR Lamentations of the Flame Princess, mais en principe seulement, la part de règle étant ce qu'elle est, A Red and Pleasant Land s'affiche en fait comme un supplément multi-support et aidé à adapter à votre jeu donjonesque préféré. Je m'en étais procuré à la même époque donc le livre de base, Lamentations of the Flame Princess, Player Core Book, Rules and Magic, et l'avais lu relativement vite. Et pas compris. Oui, c'est simple, c'est assurément old school, putain, pas qu'un peu, mais je n'en voyais absolument pas l'intérêt. Peut-être d'ailleurs cette lecture m'a-t-elle incité à repousser celle de Red and Pleasant Land. Bêtement, très bêtement. Mais tout récemment, on a reparlé de tout cela en Francie. En effet, Black Book, qui, décidément, a lancé un énième financement participatif portant sur Lamentations of the Flame Princess et qui incluait, mis en avant d'ailleurs, A Red and Pleasant Land.
Petit indé ira loin. Cela m'a rappelé que j'avais cette chose étrange dans ma ludothèque et qu'il était bien temps pour moi de la lire. Et là, il est une chose qui saute à la gueule du lecteur très vite. Ce bouquin est putain de splendide. Vraiment. Et pas seulement pour sa finition déjà admirable. Un petit format, certes, mais hardcover toilé, doré, avec signet, un papier épais et de qualité, et donc tout en couleur. Disons-le, je ne connais pas d'autres livres de jeux de rôle, ou pas que d'ailleurs, aussi beaux. Et ça fait vraiment partie du truc, aussi personnel en même temps. On est à 1000 lieues et même probablement davantage de la grosse artillerie putassière de pas mal de jeux de fantasy encore aujourd'hui, même si pas tous certes, et il y a de belles exceptions. On est là devant quelque chose de vraiment beau, bien pensé, inventif et intime d'une certaine manière, singulier en tout cas. L'expression a souvent été employée, mais le livre le vaut bien, c'est une œuvre d'art, et des meilleures. À qui la faute? À Zach S. encore, qui fait décidément tout. Les illustrations abondantes et les cartes, presque autant, sont toutes de son fait, et le bonhomme a un talent renversant, un style qui lui est propre et un souci de la cohérence qui lui fait honneur. C'est parfaitement splendide, oui, et cela participe en même temps de l'ambiance du jeu, non-sensique et inquiétante, avec une sorte de touche gothique très à propos, et un goût prononcé pour les nuances de rouge qui noient ce monde plaisant dans son propre sang. Red and Pleasant Land est plus un cadre de jeu, même avec sa présentation particulière, qu'une campagne à proprement parler. Zach S. nous y décrit à sa manière un monde fantasque qui est parfaitement déraisonnable, qui fait péter tous les records en matière d'improbabilité, mais n'en est que plus alléchant. Il s'agit donc de Voivodia, le lieu de la déraison, que les dieux ne regardent pas. Le nom est d'emblée évocateur de quelques Transylvanie transposées, et oui, comme de juste, on y trouve nombre de vampires. Et comme de juste, les plus puissants de ces vampires s'y livrent une guerre millénaire, à moins qu'elle n'ait commencé qu'il y a 2 secondes de cela. Et la Voivodia est donc un cadre propice aux intrigues politiques, de l'espionnage et de la diplomatie, aux sanglantes batailles, en rien décisives. Ces vampires d'hiver ont des attributs fort classiques par ailleurs. Ils ont comme un problème avec l'eau vive, et se posent aussi la question de leur reflet dans le miroir. Ce qui change vraiment, c'est que la Voivodia justifie d'une certaine manière ses attributs folkloriques dont le thème vampirique moderne s'est régulièrement passé. Car la Voivodia n'est pas qu'un terrain de chasse vampirique. Ce petit monde anguleux, composé de carrés, oui, et avec des cours d'eau à angle droit, coupé du reste de tout monde et peut-être accessible néanmoins par tous, est dominé avant tout par la folie et le non-sens. Et si telle vampiresse de haut rang, Elizabeth Bathyscaphe, est tout naturellement évocatrice de la fameuse comtesse Bathory, sa désignation de reine de cœur évoque une inspiration tout autre et probablement bien plus fondamentale. En Voivodia, Lewis Carroll passe avant son contemporain Bram Stoker. Dans son château Cactaï, son nord-ouest, la reine de cœur tranche des têtes et joue au croquet, environnée de larbins qui, assurément, ne sont que des cartes. Elle livre parallèlement une guerre acharnée au roi rouge, Vlad Vortigern, qui préfère quant à lui les échecs et les miroirs, abondant dans son château Poenari au sud-est, à moins qu'il ne faille le considérer comme étant un miroir dans son ensemble. Mais la situation est compliquée par l'arrivée inopinée de 2 autres seigneurs vampires qui observent et complotent et entendent sans doute à leur tour mettre la main sur la Voivodia entière, avec ses jardins immenses et ses satanés canaux. Le roi pâle d'une part, qui a, si j'ose dire, dans sa poche un certain chapelier fou, et la reine incolore. Bien des reflets dans cette affaire, comme autant d'inspirations inattendues que Zach S. manipule sans vergogne dans une distorsion du merveilleux carolien qui a quelque chose de jubilatoirement pervers. Mais justement, qu'est-ce donc que le reflet et qu'est-ce que l'original? À supposer que la question ait un sens, ou pas. Mais rappelons-nous, Alice elle-même, confrontée à un monde absurde, suppose bien hardiment qu'elle pourrait lui conférer un sens, s'il n'en a pas. Il est vrai qu'elle n'est pas des plus raisonnables. Mais la question du reflet a son importance, oui. Original et reproduction, peu importe si ça se trouve, mais en tout cas nous sommes ici du côté de la guerre, cette guerre lente et absurde qui sans doute ne prendra jamais fin. On n'ose guère du coup parler la bouche en cœur d'un pays des merveilles, ou alors disons d'un pays de démons et merveilles, car la dimension délicieusement non-sensique de cet univers, certes une adaptation très bien vue, très pertinente des rêveries de la petite Alice, se complique d'un côté sombre et violent qui le rend proprement cauchemardesque et hautement périlleux. Mais l'autre côté du miroir est-il dès lors plus sympathique? Ce n'est pas dit, car ce côté calme, si terne et atone, bien loin du chatoiement fantasque du côté de la guerre, s'avère aussi inquiétant que déprimant, comme un monde qui, d'une certaine manière,
ne pourrait tout simplement pas tolérer la vie, le mouvement, le sentiment, la couleur, etc. Il n'est pas exclu que les personnages y fassent un saut de temps à autre, mais sans doute vaut-il mieux pour eux ne pas s'y attarder, sous peine de devenir fous. Voïvodia donc, un endroit fascinant et terrible où le non-sens règne. Il est bien sûr une dimension essentielle de Red and Pleasant Land, mais aussi la plus difficile à mettre en place à vue de nez, car si l'endroit n'est pas dément, alors il n'aurait pas spécialement d'intérêt. Mais comment prendre en compte dans pareil contexte, et rendre dans le cadre d'une session de jeu, l'aléatoire suprême, les distorsions temporelles soudaines, les architectures échériennes qui compliquent quand même un peu le dungeon crawling, et tant d'autres choses bien plus folles encore? Comment rendre ce non-sens à la fois jouable et enthousiasmant plutôt que frustrant? En fait, il y a des moyens, que Zach S. nous fournit avec une intelligence tant du merveilleux carolien que de la pratique donjonneuse, qui permet bel et bien d'aboutir à l'étonnante et enthousiasmante synthèse de Red and Pleasant Land. Chaque page, à vrai dire, est bourrée d'idées en ce sens. Les longues sections de bestiaires et de donjons y sont tout particulièrement propices, peut-être, mais cela va bien au-delà. Et Zach S. dispose d'un outil essentiel du jeu, mais dont il use avec une grande habileté, les tables aléatoires. Il y en a plein. Certaines, à n'en pas douter, sont classiques, ainsi celles de rencontres aléatoires, inévitables, sauf que les résultats peuvent être sacrément détonnants. Mais d'autres tables sont plus directement liées aux spécificités du cadre et abondent en résultats plus fous encore. Les taxes exigées par la maison pâle à tout bout de champ, les manières idiotes d'entamer la conversation. L'ensemble abondant consiste donc en une boîte à outils assez phénoménale, permettant d'improviser lieux, rencontres, événements, aventures, etc. en quelques jets de dés, et pour un résultat qui, à vue de nez, est toujours savoureux. Des tables du genre, on en trouve dans bien des jeux sans doute, mais assez souvent elles ne m'inspirent guère. Je les trouve trop froides, disons. Elles peuvent avoir leur utilité, mais en fait d'outils, elles tiennent plutôt de la roue de secours, seule. Alors qu'ici, nous avons la roue, le cric, plein de tournevis, une colombe morte, un petit verre avec un cocktail bleu azur dedans et un petit parasol jaune, ainsi qu'une chauve-souris à lunettes spécialiste de l'opéra moldave en 1453 et revêtue d'un t-shirt dont les motifs psychédéliques peuvent inciter ses compagnons à chanter inlassablement Si tu vas à Rio en faisant des sauts périlleux arrière, en cas de jet de sauvegarde raté bien sûr, sinon ce sont des sauts périlleux de biais. Bah, non. Rassurez-vous, c'est mieux fait que ça dans le bouquin, beaucoup mieux, incomparablement mieux. Parce que c'est là une autre difficulté essentielle de ce cadre, mais que ces outils, je crois, devraient permettre de dépasser. Il ne faut certainement pas, au nom du non-sens et de l'absurde, tomber dans la blague plus ou moins potache. Le sérieux ne doit sans doute pas se montrer trop envahissant au risque de devenir frustrant, mais il a clairement son rôle à jouer, lui aussi, pour que la partie fonctionne. D'où un exercice d'équilibrisme périlleux et intimidant, mais qui doit s'avérer extrêmement gratifiant s'il est correctement accompli. Parfois c'est un peu technique, mais rien d'insurmontable le plus souvent. Comme dit plus haut, même en marquant Lamentations of Flame Princess sur sa couverture, et en étant édité sous le même label éditorial, A Red and Pleasant Land, ouvertement, se présente comme un cadre de campagne très aisément adaptable à tout jeu. Donjonnerie et OSR au premier chef, oui, mais probablement pas que. Je suppose qu'il est même possible d'user la nouvelle classe de personnages qu'est la liste dans un autre système, table d'exaspération incluse. Mais Red and Pleasant Land a donc une perspective donjonneuse. Qui plaira ou pas, c'est un autre problème, mais c'est, sans ambiguïté, la proposition de jeu de Zach S. Dès lors, même si son livre contient ça et là des éléments de background et de technique, voire de règles, dont certaines pour Lamentations of Flame Princess donc, qui peuvent être utiles en dehors du seul cadre de Red and Pleasant Land, combat de masse par exemple, et ça m'a l'air assez bien foutu d'ailleurs, présenté en tant que tel, il consiste pour l'essentiel en deux grosses sections bien touffues, un bestiaire et les plans de deux donjons. Pas de scénario, non, les tables aléatoires sont là pour ça, outre les plans de donjons. Alors, liberté et ou démerdez-vous, mais voici quelque chose qui devrait vous aider. Nous avons donc d'abord un gros bestiaire, une cinquantaine de pages. S'il contient quelques règles étendues, en fait pour l'essentiel les considérations applicables aux différents vampires de Voïvodia, il fonctionne globalement par rubrique simplement présentées dans l'ordre alphabétique, sans faire de distinction entre les PNJ uniques et les PNJ génériques. L'auteur encourage cependant, et c'est bien la moindre des choses, à envisager tout d'abord les 4 seigneurs de Voïvodia, que sont la reine de cœur, le roi rouge, le roi pâle et la reine incolore, car les éléments les concernant peuvent avoir un impact sur leur larbin, et l'affiliation des bébêtes est une dimension à ne pas négliger. Mais on trouve d'autres PNJ uniques et d'importance, comme le chapelier fou, le chat de Cheshire ou la pseudo-tortue.
Tous ont leur propre motivation, et diverses spécificités plus ou moins techniques, mais toujours aisément transposables. Autrement, nombre d'animaux, de morts-vivants, de monstres divers, et peut-être avant toute chose, les serviteurs des différents seigneurs, déclinés sous la forme de cartes de jeu ou de pièces d'échiquier, moyen commode de déterminer leur position dans une hiérarchie stricte et qui a son utilité. C'est un bestiaire, c'est forcément d'une lecture un peu rébarbative. Mais heureusement, les illustrations splendides de Zach S. sont là, et même comme de juste tout particulièrement là, qui permettent de faire passer bien plus facilement la pilule. La seconde grosse partie du bouquin, là encore une cinquantaine de pages, on peut éventuellement y ajouter une dizaine de plus ensuite, aussi visuellement splendide que d'un usage délicat, et pourtant sur des lieux pas autrement décrits. Cette seconde grosse partie donc consiste pour l'essentiel en les plans de deux énormes donjons, le château Cactice de la Reine de Cœur et le château Poenari du Roi Rouge. Et, sans surprise, c'est là que j'ai décroché. Parce que les donjons ce n'est vraiment pas mon monde. Même des donjons pareils, aux cartes étonnantes et belles, et bourrés d'idées tous plus folles les unes que les autres à chaque pièce, ou presque. Il y a des rencontres absolument géniales, des pièges redoutables autant qu'inventifs, des distorsions temporelles soudaines, des géométries échériennes impliquant des développements abscons sur la gravité, et ça m'ennuie profondément. 50 pages de description de pièces une par une, c'est beaucoup trop pour ma gueule, et les monstres errants dans ce contexte me fatiguent plus encore qu'ils m'ennuient. D'où problème. Mais problème tout personnel. Je ne prétends pas que A Red and Pleasant Land est injouable. En fait, la lecture m'incite à croire que c'est parfaitement jouable. Étonnamment jouable, oui, mais parfaitement jouable. Et ce n'est pas le moindre tour de force de Zach S. dans ce supplément hors norme. C'est bourré d'idées très bien vues qui permettent de rendre crédible et cohérent, en plus d'être attrayant, ce grand écart improbable entre Lewis Carroll et Gary Gygax, avec Bram Stoker et peut-être Mark Reinhagen au milieu. Simplement, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas injouable dans l'absolu, c'est injouable pour moi. Même si je ne pense pas être le seul dans ce cas, loin de là en fait, il y a quelques échos assez éloquents tout de même. Ne pas y voir donc une critique contre le travail de Zach S. sur le mode ça aurait été mieux si tu avais fait ça et pas ça, etc. Je suis intimement persuadé, oui, qu'une autre approche, même sur des bases similaires, m'aurait davantage parlé. Mais le fait est que l'auteur avait une proposition de jeu fermement établie et affichée sans ambiguïté, et que je devinais au moins vaguement. Je n'ai pas de légitimité pour lui reprocher d'avoir fait ce qu'il voulait faire, ou, dit autrement, pour lui reprocher de ne pas avoir fait ce qui, moi, m'aurait botté. D'autant que ce qu'il a fait, il l'a très bien fait. Alors, oui, c'est un peu frustrant, pour moi, parce que j'adore ce cadre, très intelligemment conçu, aussi pertinent qu'improbable, mais je sais que je n'en ferai probablement jamais rien. Parce que la proposition donjonneuse est intimement liée au développement du cadre de jeu, et sans doute cette cohérence est-elle essentielle. Je pourrais peut-être réfléchir à employer ce contexte fou dans un autre registre, en fait j'y songe. Mais je redoute en même temps que cela ne fonctionne jamais tout à fait, parce que la proposition de jeu cohérente serait dès lors d'emblée battue en brèche. Mais j'imagine que ça se tente quand même, en relativisant certes l'utilité du bestiaire et des plans ultra détaillés des châteaux Cactice et Poenari, soit plus de la moitié du livre, tout de même. Alors, A Red and Pleasant Land, un livre absolument splendide. Un exercice de worldbuilding merveilleux de cohérence sur les bases les plus improbables qui soient. Une intelligence des sources littéraires autant que holistique, parfaitement admirable, et un cadre de jeu dont, hélas, je ne me servirai probablement jamais.